Mon histoire débute il y a un peu plus d'un mois, lorsque mon père a reçu un appel de son frère Mike qui habite aux États-Unis. À vrai dire, ma famille est américaine. Mon frère James et moi sommes nés là-bas. Mais nous avons déménagé à Londres quand nous étions très jeunes. Mon père est un prof d'histoire et a reçu une proposition de poste à Londres quand mon frère et moi n'étions alors qu'en maternelle. Alors, il nous a emmenés avec lui et moi et ma famille vivons ici depuis. Malgré la distance, nous sommes toujours restés aussi proches de notre famille en Amérique. Nous y retournions tous les ans, que ce soit pour Thanksgiving ou pour Noël. Avant que ma grand-mère ne meure, on se rejoignait toujours dans la maison où mon père avait vécu avec ses parents, son frère et sa sœur. Mon oncle Mike, ma tante Lily, ainsi que son mari et mes deux cousines jumelles Samantha et Angelina, s'assuraient toujours du fait qu'on venait les voir pendant au moins une semaine. Vu que mon père et les autres membres de sa famille étaient très proches, il voulait que mon frère et moi, nous le soyons aussi. J'adorais cette époque, et j'avais toujours hâte d'aller les voir, même s'ils me taquinaient beaucoup sur mon accent anglais qui ne faisait que s'accentuer. Alors qu'on grandissait et que les moyens de communication devenaient de plus en plus pratiques, mon frère, moi et mes cousines sont devenus meilleurs amis. On utilisait Facebook, Snapchat et Skype pratiquement tous les jours pour se parler. Même si les réseaux sociaux semblent parfois inutiles, c'est vraiment grâce à ça que nous sommes restés en contact. Pour nous, le meilleur moment de l'année était vraiment ces quelques jours où on pouvait se réunir. Mais tout cela a complètement changé après la mort de ma grand-mère. Mon grand-père a commencé à s'isoler. Nos appels hebdomadaires duraient de moins en moins longtemps. Il coupait court soudainement en disant qu'il était malade ou qu'il devait s'occuper de quelque chose d'urgent. Au fur et à mesure, les appels sont passés d'une fois par semaine à une fois tous les 15 jours, puis une fois par mois. Et petit à petit, mon grand-père a commencé à ne plus répondre à nos appels. Ma tante Lily et mon oncle Mike allaient bien sûr s'assurer qu'il allait bien. Et d'après eux, il était devenu vraiment désagréable et aigri depuis la mort de ma grand-mère. Ils ont bien essayé de le convaincre d'aller voir un spécialiste du deuil, mais tout ce que cette demande a réussi à faire, c'est que mon grand-père devienne encore plus distant. Quelque temps après, il a même coupé toute communication et a déménagé de la maison familiale sans prévenir. On aurait dit que la perte de ma grand-mère était trop dure à supporter pour lui, et que le fait de voir sa famille lui rappelait trop ma grand-mère. Quand on a appelé la police pour déclarer qu'on ne savait pas où il était, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire, car ce n'était pas une disparition et pas non plus un crime, et que donc, il avait totalement le droit de partir sans prévenir. C'est d'ailleurs comme ça que nous avons perdu toute trace de mon grand-père. Autant dire que l'appel de mon oncle Mike pour nous dire que grand-père était mort nous a tous vraiment choqués. Cela faisait 20 ans que plus personne n'avait eu de nouvelles de lui, alors en avoir dans ces circonstances. D'après mon oncle Mike, mon grand-père vivait à Seattle depuis tout ce temps. C'est une voisine qui l'a découvert. Elle s'est inquiétée parce qu'elle ne l'avait plus vu depuis plusieurs jours et qu'elle a vu que le courrier commençait à déborder de sa boîte aux lettres. Vu qu'il lui avait donné une clé en cas d'urgence, elle est rentrée et l'a retrouvé mort, en bas des escaliers de sa cave. Apparemment, il avait glissé et s'était brisé la nuque en tombant. Le jour d'après, nous étions tous dans des avions pour rejoindre Seattle. C'était tellement perturbant que ça semblait irréel. Je n'arrêtais pas de penser à la dernière fois où on était tous ensemble, heureux et souriants, avant que ma grand-mère ne décède. C'était pour Noël, et je ne devais pas avoir plus de 7 ans. Dans la maison, on pouvait sentir l'odeur du délicieux repas. Samantha et Angelina me taquinaient moi et mon frère, et les adultes buvaient du vin et de la liqueur. Sauf mon grand-père, qui lui buvait tranquillement son whisky. À ce moment-là, on était tous vraiment heureux. Ma grand-mère est morte à peine 2 semaines après ça. Là encore, on a reçu la nouvelle de la même façon, par un coup de fil de mon oncle Mike. Plus bizarre encore, ma grand-mère était morte exactement de la même façon que mon grand-père. C'est mon grand-père qui l'avait trouvée en bas de l'escalier de la cave, la nuque brisée. C'est sûr, maintenant j'étais traumatisée par les escaliers dans les caves et je me suis promis que je ne vivrais jamais dans une maison avec un sous-sol. Un jour après notre arrivée à Seattle, nous avons rejoint le reste de la famille dans la nouvelle maison de grand-père. Le ciel était gris et il pleuvait des cordes. On a attendu sous le porche que tout le monde arrive. La banque allait mettre la maison en vente, alors nous devions y aller pour nettoyer et voir s'il y avait des choses que nous voulions garder. Quand tout le monde est arrivé, nous avons tous commencé à nous faire des accolades et à nous dire des mots de réconfort. Mais c'était un peu bizarre.
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que mon grand-père venait de mourir et qu'on était tous tristes, mais il était aussi vrai que ça faisait 20 ans que nous ne l'avions pas vu. Ce qu'on ressentait, c'était un mélange entre de l'émotion et un sentiment de détachement. Qu'est-ce qu'on était censé ressentir exactement dans ce genre de situation? Mon oncle Mike a ouvert la porte et nous sommes tous rentrés. La première chose qui m'a frappée, c'était l'odeur bizarre de l'endroit. L'air était lourd et on aurait dit que personne n'avait ouvert les fenêtres depuis plusieurs années. Les rideaux, eux, étaient tirés, ce qui plongeait tout dans la pénombre. Mon oncle Mike s'est avancé vers les rideaux et a commencé à les ouvrir pour laisser entrer la lumière. Ce que nous avons vu alors nous a vraiment surpris. Le salon tout entier était rempli de piles et de piles de journaux et de magazines. Empilés contre les murs, certains jaunis par le temps. On aurait dit une de ces maisons que l'on voit dans des émissions télé. Ma tante Lily a commencé à pleurer. Elle n'arrivait pas à croire que son père avait vécu comme ça pendant toutes ces années. En fouillant le reste de la maison, les choses ne se sont pas arrangées. Ce n'était pas que la maison était sale, elle était juste vraiment remplie de livres et de journaux plus particulièrement. D'ailleurs, certains passages avaient été découpés et certains avaient des passages surlignés. On aurait vraiment dit que mon grand-père avait perdu la tête dans ces dernières années. Il ne semblait pas y avoir d'objets personnels dans la maison, ni de souvenirs de sa famille. Il n'y avait aucune photo, pas de tableau, vraiment rien. Les murs étaient complètement vides, si on ne compte pas la grande horloge qui était accrochée dans le salon. Mince, si je mens. Il y avait une photo dans la chambre sur sa table de nuit. La photo de mariage de mes grands-parents. La photo était vieillie, mais ça faisait du bien de voir la joie sur leur visage. Ma grand-mère regardait l'appareil photo, alors que mon grand-père la regardait elle, le visage attendri. Il l'aimait tellement. Pas étonnant qu'il avait perdu la tête après sa mort. Après avoir fini tout le haut, il était temps d'aller dans la cave. Nous étions tous un peu anxieux d'y aller. Après tout, c'était l'endroit où on avait retrouvé son corps. Étrangement, la porte de la cave n'allait pas avec le reste de la maison. Elle était épaisse et semblait très lourde, des barres de métal la renforçant. Et il y avait un énorme cadenas dessus. Imaginez la porte d'un château et vous saurez exactement de quoi je parle. Cependant, elle était déjà ouverte. James, mon petit frère, descendit les marches en premier. J'étais juste derrière lui. Et ce qu'on a découvert nous a encore plus surpris que le reste de la maison. Alors qu'à l'étage, tout était en désordre et entassé, ici, tout était soigneusement rangé. Sur tous les murs de la cave, il y avait des étagères. Et sur chaque étagère, espacée avec soin, il y avait des objets. Il y avait de tout, des poupées, des boîtes de musique, et même des objets plus gros tels que des miroirs et des peintures. Chaque objet était étiqueté d'une date. Je ne savais pas quoi en penser, et ma famille non plus d'ailleurs. C'était juste vraiment bizarre. Son déménagement soudain, cette maison et ce sous-sol. Maintenant, il n'y avait plus aucun doute sur la santé mentale de mon grand-père avant sa mort. On a commencé à chercher dans le sous-sol pour voir si là on arrivait à trouver des objets qui nous rappelleraient mon grand-père. Mais il n'y avait pas grand-chose. Alors, ma tante Lily a décidé de garder la photo qu'on avait trouvée dans la chambre. Mon oncle Mac a décidé de garder sa canne, mais à part ça, il n'y avait rien d'autre. Alors, nous avons choisi de chacun prendre un objet qui se trouvait dans la cave. Si on ne pouvait pas avoir quelque chose qui nous rappelait mon grand-père, peut-être qu'au moins, on trouverait quelque chose de valeur. Samantha a décidé de garder une des boîtes à musique en argent. La boîte à musique avait l'air très vieille et très lourde, probablement en argent véritable. Dans l'argent, il y avait gravé des ornements. L'intérieur était fait de velours violet, lui aussi vieilli. Et quand on ouvrait la boîte, la musique qui s'en échappait était triste et mélancolique. Angelina, elle, a décidé de garder une des vieilles peintures, vu qu'elle déménageait bientôt pour partir à l'université et qu'elle pensait que ça ferait une bonne décoration. La peinture n'était pas vraiment belle. Dessus, il y avait juste un petit garçon se bouchant les oreilles et derrière lui, une femme endormie sur un lit. Moi, cette peinture me donnait la chair de poule. Mais Angelina, qui adorait l'art, l'a trouvée artistique. Mon oncle Mike, lui, a trouvé ce qui semblait être une montre incrustée de diamants. Bien sûr, on ne pensait pas que c'était vraiment des diamants, mais elle était vraiment belle. Mes parents, eux, ont pris des chandeliers en argent et un grand miroir ancien que ma mère avait l'intention d'accrocher dans la maison. Quant à moi, j'ai pris un set de bijoux qui contenait une bague,
un collier et un pendentif avec des pierres précieuses bleues. Le jour suivant, c'était l'enterrement de mon grand-père. Il n'y avait pas grand monde, juste la famille et quelques voisins, dont la dame qui l'avait trouvé. Quelques jours plus tard, nous avons organisé une vente dans la maison pour pouvoir nous débarrasser de tout ce qui était dans la cave. Et ce que nous n'avons pas pu vendre ni le jour de la vente ni sur Internet, nous l'avons donné à la charité. La banque a récupéré la maison et nous sommes tous repartis chez nous. Mais bien sûr, si c'était la fin de cette histoire, je ne l'aurais sûrement pas écrite. La raison pour laquelle j'ai décidé de raconter cette histoire, c'est parce que 1 mois après l'enterrement de mon grand-père, tous les gens de ma famille étaient soit morts, soit enfermés dans un hôpital psychiatrique. Et moi, je suis devenue un fugitif. Ça a commencé avec Samantha. 2 jours après l'enterrement de mon grand-père, ma tante Lily et son mari l'ont retrouvée pendue dans sa chambre. Il n'y avait aucune lettre et personne n'arrivait à expliquer son geste. Ça peut sembler cliché, mais tout allait vraiment très bien dans sa vie. Elle venait de trouver le métier de ses rêves, son petit ami venait de la demander en fiançailles et elle semblait vraiment heureuse. Ça n'avait aucun sens. Quand mes parents m'ont annoncé la nouvelle, je n'ai pas réussi à réagir. On venait tout juste de rentrer de l'enterrement de mon grand-père et maintenant, on devait repartir pour l'enterrement de ma cousine Angelina. Mais ça, ce n'était que le début. Bien sûr, tout le monde était affecté, mais Samantha, sa sœur jumelle, était dévastée. Elle regardait le corps de sa sœur les yeux vides, comme si elle n'était là que physiquement. On aurait vraiment dit un fantôme. J'ai même entendu ma tante Lily dire à mon oncle qu'elle ne pensait pas que Samantha allait pouvoir s'en remettre. Et il semblerait qu'elle avait raison. 4 jours après l'enterrement d'Angelina, la police a été appelée au domicile de ma tante Lily. Un voisin qui faisait son jogging est passé devant la maison et a vu que la porte était grande ouverte et que de grandes traînées de sang allaient de la porte d'entrée au garage. La police a trouvé la maison de ma tante complètement bouleversée, des graffitis sur les murs, et ma tante et son mari étaient allongés sur le sol, le corps ouvert de la gorge au ventre. À l'étage, ils ont retrouvé Angelina dans une des chambres, le couteau qui avait dû tuer ses parents dans la main, en train de se taillader le corps. Sur son lit, il y avait leur cœur, fraîchement arraché. Les autorités en ont conclu que la mort de sa sœur lui avait fait perdre la tête et elle a été internée dans un hôpital psychiatrique. Quand ils ont regardé dans son appartement, ils l'ont retrouvée dans le même état que la maison de ses parents. Et sur ses murs, il y avait aussi des mots écrits en latin. Tout était détruit. Tout, sauf la peinture qu'elle avait ramenée de chez mon grand-père. Peu de temps après ça, nous avons dû enterrer quelqu'un d'autre. Mon oncle Mike. Ça en devenait ridicule. On aurait dit qu'on était maudits. Mon oncle Mike avait été retrouvé dans son appartement, brûlé de la tête aux pieds. Ils ont dû l'identifier grâce à ses dents, tellement le corps était abîmé. Mais ce qui a perturbé tout le monde, c'est que rien d'autre dans son appartement n'était brûlé. Il n'y avait pas eu de feu. Tout était parfaitement normal. Sauf lui. Tout, même la montre incrustée qui se trouvait encore sur son poignet lorsqu'ils ont découvert le corps. C'est là que j'ai commencé à me dire que quelque chose n'allait pas. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Quelque chose de bizarre était en train de se passer. Quelque chose de surnaturel. Alors, pendant le dîner, j'ai essayé d'en parler à mes parents et à mon frère James. Mais ils m'ont tous dit d'arrêter de manquer de respect à ma famille dans un moment pareil, et que ce n'était pas le moment pour mon imagination débordante. Un peu après ça, j'ai commencé à remarquer que quelque chose de bizarre était en train de se passer dans la maison de mes parents. Mon petit frère était à l'université, mais il vivait toujours avec eux. Et de ce que je voyais, ils avaient tous commencé à agir étrangement. Ils étaient froids et distants, comme s'il y avait quelque chose qui les préoccupait. Mais après avoir réfléchi, je me suis dit que c'était normal, vu toutes les épreuves qu'on avait tous dû subir en si peu de temps. Ce n'était que normal de leur part d'essayer de réagir à cela du mieux qu'ils pouvaient. Mais 2 semaines plus tard, alors que je rentrais pour passer un peu de temps avec eux, j'ai trouvé un bain de sang. Mes parents étaient allongés sur le sol, empalés par les chandeliers que ma mère avait pris dans la cave. J'ai couru dans toute la maison en criant le nom de mon frère, mais je ne pouvais pas le trouver. Je suis revenue près des corps inanimés de mes parents pour essayer de les ranimer, mais je savais déjà que ce n'était pas la peine, car leur regard était vide et leur visage déformé par la peur. Alors que j'étais assis sur le sol, à les regarder, une idée horrible m'est passée par la tête.
Et si c'était mon frère qui les avait tués? J'allais appeler la police quand j'ai entendu des tapotements en direction de l'entrée. Je suis restée immobile. Est-ce que c'était un voleur? Est-ce que le meurtrier était toujours dans la maison? Est-ce qu'il attendait patiemment de pouvoir me tuer aussi? Le tapotement continua. On aurait dit un bruit d'ongles tapant sur une fenêtre. J'ai donc couru vers la cuisine pour attraper un couteau, puis j'ai commencé à avancer prudemment vers le bruit. Je suis arrivée dans l'entrée, mais il n'y avait personne. Et de ce que je voyais, rien qui aurait pu faire ce bruit. J'ai remarqué que ma mère avait accroché le miroir qu'elle avait pris chez mon grand-père sur le mur à côté de la porte d'entrée. Je l'ai regardé rapidement, apercevant mon propre reflet. Mais tout à coup, j'ai entendu le son de nouveau. Le son avait l'air de venir de l'intérieur du miroir. Je me suis approchée doucement. Alors que mon visage était presque contre le miroir, mon frère apparut tout à coup, le visage déformé par un cri silencieux d'agonie. Il était dans le miroir. Comment est-ce que c'était possible? J'ai pleuré et crié. J'ai aussi regardé derrière le miroir, mais derrière, il n'y avait rien. James était vraiment dans le miroir. Alors qu'il essayait en vain de sortir du miroir en tapant dessus, je lui ai dit de tenir bon et que j'allais le faire sortir de là, même si je n'avais aucune idée de comment j'allais le faire. Mais aussi soudainement qu'il était apparu, il a disparu. Je suis restée là à regarder le miroir, complètement impuissant. Qu'est-ce qui se passait? Je ne comprenais plus rien. Mes parents étaient morts et mon frère était coincé à l'intérieur d'un miroir. C'est à ce moment-là que tout est devenu parfaitement clair. La cave de mon grand-père, la grosse porte épaisse, lui s'éloignant le plus possible de nous, et les objets anciens, puis tous les trucs bizarres qui ont commencé à se passer après qu'on soit rentré de l'enterrement de mon grand-père. C'était sûr. Pour une raison qui me dépasse, je savais que mon grand-père collectionnait apparemment des objets maudits. Peut-être que justement il essayait de protéger les gens en les gardant dans son sous-sol. Dans ce cas, peut-être que sa mort n'était pas vraiment accidentelle. Peut-être que la mort de ma grand-mère ne l'était pas non plus. Et peut-être que quelqu'un, quelque chose, les avait tués. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé l'énorme erreur qu'on avait commise. Après tout le travail que mon grand-père avait fait pour les garder en sécurité, moi et ma famille, nous les avions tous remis dans la nature. À la vitesse à laquelle ma famille était morte, qui sait où ces objets se trouvaient désormais, et le nombre de vies qu'ils avaient déjà pris. Maintenant, je savais que je ne pouvais pas appeler la police. Mes parents étaient morts et mes empreintes étaient un peu partout sur leur corps. Mon frère, lui, avait disparu. La police n'hésiterait pas une seconde à me tenir responsable de ce carnage. Non, il fallait que je m'enfuis, que je retourne en Amérique pour essayer de trouver les autres objets, pour découvrir exactement ce que mon grand-père faisait, et c'est ce qui m'a conduit à être ce que je suis maintenant, un fugitif. Je sais que ce n'est qu'une question de temps avant que le corps de mes parents ne soit découvert. Ça m'a dévasté de les laisser comme ça, mais je n'avais aucun autre choix. De toutes les façons, personne ne me croirait, alors autant essayer de réparer les dégâts que moi et ma famille nous avons causés. Voilà pourquoi je vous raconte mon histoire. Juste au cas où vous avez récemment aperçu un des objets de la cave de mon grand-père. Bien sûr, je ne me rappelle pas de tous les objets qu'il y avait, mais si vous avez acheté un objet sur un site de revente, ou qu'on vous a offert un cadeau un peu ancien, et qu'après ça, des choses bizarres ont commencé à se passer, contactez-moi. Je dois avouer que je ne sais pas vraiment ce que je pourrais faire pour vous aider, mais je vais quand même essayer. J'ai découvert à mes dépens que tout cela est vrai. Alors s'il vous plaît, faites attention et ne vous dites pas que tout ce qui se passe depuis que vous avez acheté cet objet n'est en fait qu'une coïncidence, car ça ne l'est pas.